Bon, d'une manière générale, je suis mal à l'aise économiquement avec le taux horaire parce que moi, j'essaye de gagner le plus de temps possible Ouais, dans mes journées et le client, il veut que je passe le moins de temps possible sur les dossiers. Donc, bon, c'est normal. j'ai toujours eu l'impression en fait que les intérêts n'étaient pas alignés, même pour moi, parce que moi, un de mes objectifs dans la vie, c'est évidemment faire le plus de chiffres possible avec mon cabinet d'avocat, mais c'est quand même aussi Profiter du résultat. travailler le moins d'heures dans la journée. Le remote, c'est un sujet clivant. Il y a des gens Mmh. qui adorent, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui pensent qu'on est super productif en remote, il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas du tout productif en remote. Voilà, en réalité, je pense qu'il faut que les gens, moi je suis un grand partisan de la liberté, je pense qu'il faut que les gens travaillent comme ils veulent, si ça leur permet d'atteindre leurs objectifs. Avoir un réseau de confrères quand on est seul, avec laquelle en fait on s'échange des dossiers, on se demande des avis, on fait des points réguliers et en fait on finit par se partager une partie de la clientèle. Ça c'est super utile et ça permet aussi psychologiquement de diminuer la charge mentale, donc c'est super. Alors bonjour Alexandre, Bonjour Louis. enchanté. Bon, on s'est déjà un petit peu parlé en amont. Euh, je suis très content de t'avoir. On a plein de choses à se raconter. La petite spécificité de cet épisode, c'est que on n'a pas pu le faire en vrai. Normalement, c'est pas trop mon truc. J'essaye d'avoir les gens en personne, mais toi, il y a une spécificité particulière, c'est que tu es actuellement au Mexique, si je ne me trompe pas, euh, et tu travailles de là-bas. Et je trouvais ça hyper intéressant de parler de ça, de le mettre en valeur, parce que je pense que il y a beaucoup de peur par rapport au remote, et surtout chez les avocats. C'est toujours quelque chose qui est un peu complexe. On voit de plus en plus pardon, d'entreprises tech qui le font, qui autorisent leurs salariés à aller partout dans le monde et bosser pour leur boîte. Mais c'est très peu commun chez les avocats. Et donc, quand j'ai découvert que tu faisais ça, je trouvais ça sympa. En plus, j'ai découvert que tu étais ancien cofondateur de Predictis, que tu étais hyper entrepreneur. Donc, il y a plein de choses que j'avais envie de discuter avec toi. L'idée de cet épisode, c'est que je te laisse te présenter déjà dans un premier temps. Et puis ensuite, j'ai plein de questions. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, ça me fait évidemment super plaisir de parler dans ton podcast que j'écoute depuis ses premiers épisodes. Donc voilà, moi je m'appelle Alexandre, j'ai 32 ans. Je suis avocat au barreau de Paris. Et pour revenir très rapidement sur mon parcours, moi j'ai fait Sciences Po, j'ai passé le barreau. La spécificité, c'est que j'ai toujours entrepris, même pendant mes études. Et en réalité, après l'EFB, j'ai tout de suite monté avec des associés que tu connais d'ailleurs, la Legal Tech Predictis, donc un service de recherche et d'analyse de l'information juridique pour les professionnels du droit. Et je suis resté 8 ans dans cette boîte en tant que cofondateur et à la fin en tant que secrétaire général. Et je suis parti il y a bientôt 18 mois de ça pour créer mon cabinet d'avocat, Altata.legal. Donc aujourd'hui, ma fonction c'est associé d'Altata.legal, je suis à mon compte. Et, euh, et voilà, j'accompagne des boîtes tech et remote dans leur challenge juridique et particulièrement en droit des sociétés et en droit commercial avec une, euh, une orientation conditions générales, contrats informatiques, voilà, tout ce qui est structuration de la politique commerciale des boîtes tech. Ok, et quand tu entends boîte tech et remote, donc tech, on sait ce que c'est un secteur, mais remote, ça veut dire du coup toutes les boîtes qui autorisent le fait d'être en télétravail. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, bon, déjà, je voulais pas parler uniquement de start-up Ouais, parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a énormément de business qui rentrent dans le secteur de la tech. Pour te donner un exemple, voilà, j'accompagne une bijouterie. Aujourd'hui, quand tu es une bijouterie et que tu veux être une société performante, bah, tu as besoin d'avoir un volet de ton activité qui est e-commerce. Donc, tu vas avoir des problématiques de boîte tech, même si tu es une bijouterie traditionnelle. Et également, les standards des startups s'importent aussi juridiquement chez les PME. Par exemple, je vois de plus en plus de sociétés qui ne sont pas des startups, mais qui mettent en place des BSPCE. ok. Donc voilà, ça c'est pourquoi est-ce que je parle de boîte tech ou d'entreprise tech ou d'entrepreneur de la tech. Euh, Après, moi c'est juste que je suis à l'aise dans ce milieu-là parce que j'en connais les codes, parce que moi-même je l'ai été, donc c'est plus Ouais, facile à la fois pour mon storytelling, à la fois pour comprendre, pour avoir de l'empathie pour les sujets de mes bien sûr. clients.
Et ensuite, les boîtes remote, aujourd'hui, il y a toute une partie de l'économie qui s'est digitalisée, dans lequel le remote est beaucoup plus accepté que dans des grands groupes ou dans des institutions publiques, par exemple, qui ne sont pas du tout mes clients. Moi, je suis un avocat remote. On va y revenir. Donc, c'est vrai que y a une connexion qui se fait avec ces clients-là, même si, par exemple, c'est une agence de publicité ou même si c'est une agence marketing, ils n'ont pas une activité tech en soi. Mais en fait, ils vont avoir des outils, ils vont avoir des manières de pratiquer qui vont faire que ça va matcher avec moi. Ok, Euh, voilà. très clair. Bon, en même temps, moi, je trouve ça très bien dans le sens où tu rentres en fait dans un peu un groupe. Il y a un sentiment d'appartenance entre les personnes qui utilisent ce mode d'organisation. C'est clair, et ça me permet aussi de désamorcer tout de suite le fait que voilà, moi je suis en remote. Ouais, c'est clair. Moi c'est C'est clair. altata.legal, avocat pour boîte tech et remote. Donc voilà, moi c'est remote. Tu peux pas venir sonner chez moi demain. Ok. Donc, on va reparler un peu, on va parler de ça justement. Comment toi tu t'organises? Parce que du coup, tu es quand même à l'autre bout du monde. Tu aurais pu aller au Luxembourg et être en remote. Mais comment toi tu t'organises dans ta vie de tous les jours? Ça fait combien de temps là que tu es au Mexique actuellement? Alors, moi, actuellement, je suis au Mexique. C'est une spécificité qui est liée à ma famille, en fait. Moi, je suis marié avec une Mexicaine. Mes enfants ont la double nationalité. En fait, là, je suis au Mexique pour 1 an. Donc, j'y suis resté de août 2023 et je vais revenir en France en juin 2024, donc dans quelques mois. Après, moi, je compte vraiment consolider cet ADN de mon cabinet et continuer d'exercer en remote. C'est-à-dire que même quand je reviens en France, je veux pouvoir choisir ma localisation sur la carte sans que ça impacte mon activité, et je veux pouvoir voilà, repartir dans 1 an et demi au Mexique, éventuellement peut-être dans d'autres pays. C'est vraiment quelque chose que je compte poursuivre. Euh, et alors, comment je m'organise? En réalité, déjà, il y a beaucoup de confrères qui le font, qui le Ouais. mettent plus ou moins en avant sur des périodes plus ou moins longues, mais c'est quelque chose qui existe. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer très tôt, au moment de mon installation, des confrères que j'ai rencontrés professionnellement, mais que je connaissais déjà personnellement, qui sont le cabinet Orwell, et Ok. que je salue d'ailleurs, et Très qui beau en site fait web, le cabinet Orwell. Allez voir. ils étaient en train de penser une offre de domiciliation moderne, enfin, en tout cas plus moderne que ce qui existe pour les cabinets d'avocats. Moi, Ok. j'avais cette problématique de la domiciliation, c'est-à-dire que j'avais besoin de quelque chose qui prenne en compte le fait que j'étais à l'étranger. Donc, j'ai besoin qu'on me scanne mes courriers, j'ai besoin, voilà, tout simplement. C'est l'essentiel. Et donc, Finalement. donc, voilà, tout simplement. Et en fait, ça, c'est des offres qui existent déjà pour les startups. Aujourd'hui, un acteur, par exemple, comme ce domicilier, c'est très, très efficace en termes de domiciliation. Mais Ok. il n'y avait pas réellement l'équivalent pour les avocats. Et du coup, ça a bien matché à ce niveau-là. Donc, pour la domiciliation, qui est le principal obstacle, moi, je passe par ces confrères-là, et ça se Ok. passe très bien. Et ensuite, en termes de fuseau horaire, moi, j'ai 8 heures de décalage. Donc, c'est à la fois beaucoup. En même temps, ça me laisse la moitié de la journée. C'est-à-dire que concrètement, je suis disponible pour mes clients de 14 heures à 21 heures. Ça implique pour moi quand même que je me lève à 5h30 tous les matins et que je suis Ok. prêt à bosser à 6 heures. Mais ce qui ne me déplaît pas, parce que moi, je vais chercher mes enfants à la crèche et à l'école à 15 heures, parce qu'au Mexique, ça s'arrête tôt. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a plus Génial. aucun client qui me parle, C'est clair, t'es parce tranquille. que parce qu'il est tard en France. Ouais, et puis c'est une belle manière de s'organiser. Il y en a plein qui disent, moi, j'empêche de- je bloque mon agenda le matin ou ce genre de choses. Finalement, toi, naturellement, ça se fait. Tu as le temps. Tu te lèves tôt, mais tu me diras, comme ça, tu as des longues journées et tu profites à fond de ton expérience. Et puis, effectivement, tu pourras refaire. Enfin, c'est même plus une expérience ici, c'est vraiment un mode de gestion de ton temps et d'organisation que tu vas pouvoir continuer ensuite. Donc, je trouve ça génial et ça montre que c'est pas si compliqué que ça. Est-ce que toi, tu as vu des freins un peu quand même? Tu as eu des clients qui t'ont dit, ah ouais, moi non, je veux que vous soyez tout le temps dispo. Et à la limite, j'ai envie de dire, ça va pas matcher, donc de toute manière, vaut mieux qu'on s'arrête tout de suite là, quoi. Exactement. Je pense que le problème de l'avocat, c'est, on y reviendra, mais en tout cas, moi, j'ai pas du tout vécu le fait de trouver des clients comme un problème. Je pense que le vrai secret, c'est de trouver les bons clients.
Et les bons clients, bah, évidemment, ça peut être ceux qui te payent le plus ou qui ont les dossiers les plus intéressants, mais c'est aussi ceux qui vont respecter la manière dont tu travailles. Moi, par exemple, je réponds pas au téléphone parce que j'ai des frais téléphoniques énormes quand on m'appelle de France. Donc déjà que c'est un coût important pour moi. Ouais. En plus, les gens peuvent m'appeler la nuit, donc à cause du décalage horaire sans le savoir. Donc moi, une des spécificités, c'est que j'affiche pas mon numéro de téléphone dans ma signature. Je passe tout le temps par un Calendly. Ok. Tu peux me parler demain si tu veux. Il n'y a aucun problème. J'ai des créneaux dispo dans mon agenda. Mais je réponds pas au téléphone comme ça quand quelqu'un m'appelle. Euh, les gens, ils peuvent m'envoyer des WhatsApp, ils peuvent m'envoyer des emails. Mais j'essaye de limiter ce que dans les startups, on appelle les flux chauds en Ouais. termes de service client, c'est-à-dire voilà, le client qui t'appelle, toi tu es au milieu d'un dossier, tu es entre deux réunions, tu es en train de travailler, en fait il t'appelle pour un petit sujet qui en fait est un sujet technique et toi déjà tu te retrouves obligé de répondre sur des choses que tu n'as pas préparées, tu risques de dire des bêtises, tu vas t'en vouloir, etc. Donc j'essaye de limiter ça et je pense que c'est une bonne chose. En fait, Mm. le remote, ça donne un cadre au client, je pense qu'il accepte assez naturellement à partir du moment où il a dealé que son avocat était à l'étranger, son avocat était en remote, bah voilà, le reste, communiquer de manière asynchrone, communiquer sur les documents en mode collaboratif, échanger sur WhatsApp, s'envoyer des emails, booker des réunions, ça se fait naturellement, quoi. Ok, génial. Donc, Calendly, ça permet de t'organiser de ce côté-là. Et puis, en plus, effectivement, un beau cadre. Donc, tu es assez tranquille. Et puis, ça te permet. Enfin, moi, la question que je me posais plutôt, également, c'était toi, tu fais que du conseil, du coup. Est-ce que des fois, Ça tu implique envoies. aussi que je fais que du conseil. Est-ce que des fois, en cas de justement de contentieux, enfin de litige ou quoi que ce soit, tu as justement des confrères sous la main en disant vous inquiétez pas, de toute manière, moi j'ai un réseau de confrères de fou et demain on a un litige, il y aura quelqu'un et qui on pourra avoir 100% confiance. Comment tu t'organises là-dessus? Ça, d'une manière générale, donc moi, je fais que du conseil, je fais pas du contentieux. C'est lié au fait que j'en ai jamais fait et que je sais pas le faire. Ok. Au-delà du remote. Et pour être avocat, je pense, pour performer, il faut être à l'aise dans son domaine Mm, d'expertise. Donc, de la même manière que je prends pas de dossiers qui impliquent du droit administratif. Il y a plein de spécialités en fait que je prends pas, où je réoriente mes clients. Et donc pour ça, je travaille avec un réseau de confrères, je pense de manière assez naturelle, comme beaucoup d'avocats le font. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je réponds à ce type de demande de mes clients. Après, on y reviendra, mais avoir un réseau de confrères quand on est seul, ou quand on est une petite structure, qu'on n'est pas multiservice, avec laquelle en fait on s'échange des dossiers, on se demande des avis, on fait des points réguliers, et en fait on finit par se partager une partie de la clientèle quand la c'est clair. clientèle elle a des sujets sur plusieurs spécialités. Ça c'est super utile et ça permet aussi psychologiquement de diminuer la charge mentale, donc c'est super. Donc c'est tout à fait ce que je fais. Après, je suis pas l'avocat qu'on appelle parce qu'on est en garde à vue, quoi. Moi, C'est je clair. suis l'avocat des créations de boîtes, je suis l'avocat des levées de fonds, je suis là pour négocier des contrats de partenariat, je suis là pour rédiger des belles conditions générales d'abonnement pour des plateformes. C'est des dossiers dans lesquels il y a besoin de calendrier. Des fois, il y a des petits stress, il y a des petites urgences, mais enfin, les gens, ils comprennent tout à fait qu'on puisse répondre quelques heures après, quoi. Très bien. Ouais, c'est très clair. Et du coup, comment tu vas aller chercher grâce à tout ça? Enfin, parce que du coup, tu te fermes la porte à une autre chose, mais alors à la limite, des fois, c'est pas plus mal pour certains, c'est aux événements et à ce genre de choses, aux événements un petit peu plus physiques, aux after-work, il y en a qui font des BNI, ce genre de choses. Comment toi, tu as mis en place un. Parce que tu lançais ton activité, comment tu as fait de l'acquisition client? Comment tu es allé chercher tes premiers clients? Tu es très présent sur LinkedIn, tu fais des posts qui sont très bien, très propres à aller voir pour ceux qui veulent s'inspirer, parce qu'Alexandre, c'est très clair. Et du coup, tu as souvent, je trouve, pas mal de monde qui réagissent à ce que tu racontes sur ce réseau. Qu'est-ce que tu as mis en place d'autre? Et est-ce que tu as une routine de développement pour justement faire un peu d'acquisition? Bien sûr. Alors,
je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, chaque avocat et d'une manière générale, chaque business doit trouver ses canaux d'acquisition. Et ces canaux d'acquisition, c'est ceux avec lesquels l'associé ou le fondateur est à l'aise et ceux qui marchent. Il ne faut pas s'interdire d'en tester des nouveaux et il ne faut pas s'interdire surtout de couper ceux qui ne marchent pas ou ceux avec lesquels on n'est pas à l'aise. Après, il faut savoir qu'on ne peut pas être présent partout. Et pour qu'une stratégie d'acquisition fonctionne, il y a du temps, un investissement en temps minimum, que ce soit pour les événements, que ce soit pour du LinkedIn ou que ce soit pour autre chose. Donc ça, c'est, je pense, un peu ma vision des choses. Et après, moi, j'aime être productif. C'est quelque chose qui me procure un sentiment de satisfaction. J'adore les outils de productivité. J'adore améliorer les process pour gagner du temps et pour gagner en qualité aussi. Donc voilà. Et Une fois qu'on a dit qu'est-ce que ces tu deux utilises du choses, coup? alors dans les choses que j'aurais pas forcément envisagées initialement, moi quand j'étais entrepreneur, en fait j'étais sur beaucoup de groupes d'entraide d'entrepreneurs qui sont liés à mon parcours, au fait que j'ai été dans plusieurs accélérateurs, dans plusieurs incubateurs, dans plusieurs réseaux d'entrepreneurs. En fait, ces groupes, il y en a certains qui sont très actifs et dans lesquels il y a beaucoup de membres. Et surtout, c'est des groupes qui existent depuis plusieurs années, donc tu as des niveaux de maturité différents. Tu vois, tu vas avoir des groupes où tu vas avoir 800 membres avec, avec des gens qui ont monté 3 boîtes, qui en sont à la 4e boîte, quoi. Ou des gens qui ont revendu leur boîte, qui sont devenus investisseurs, etc. Et du coup, de manière naturelle, je contribue à ces groupes. Et j'y contribuais quand j'étais entrepreneur. Et je continue d'y contribuer aujourd'hui comme avocat. Ok. Et je suis légitime parce que je suis rentré dans le groupe comme entrepreneur à l'époque. Ça, en fait, ça m'a amené pas mal de dossiers parce Ok. que les gens, ils ont des fois des besoins très chauds. C'est-à-dire, j'ai besoin de rédiger tel type de contrat, est-ce que vous savez comment faire? La réglementation sur tel dispositif fiscal, elle a changé, est-ce que vous en avez entendu parler? Et du coup, bah, moi, j'envoie un petit MP, bah, tu sais, je suis dans ce groupe parce que j'ai monté telle boîte, et aujourd'hui, je suis avocat, si tu veux, on en discute, quoi. Ok. Donc ça, bah, Donc j'ai déjà conscience ça, du que réseau. faut avoir été entrepreneur avant, mais ça marche bien. Ensuite, moi, je me suis mis sur Malte avant ma prestation de serment. Ok. Et Donc en Malte, pour ceux qui ne réalité, connaissent pas, c'est une plateforme de freelance hein, pour trouver des missions en tant que freelance, mais il y a des avocats de plus en plus qui sont dessus. Excuse-moi. exactement. Donc Malte, c'est assez naturel pour moi parce que mes clients, c'est des CEO de start-up ou des agences ou des freelances qui ont des projets entrepreneuriaux. Bah, ils sont sur Malte, ces gens-là. Ils cherchent leurs prestataires sur Malte. Moi, je suis leur prestataire, donc je suis sur Malte. Et en fait, j'ai fait des très bonnes rencontres sur Malte, un petit peu à part ça. J'ai rencontré 2 cabinets d'expertise comptable. Qui étaient sur Malte parce qu'ils cherchaient des ressources pour les aider sur leur juridique. Et donc, j'ai un peu bossé avec eux sur Malte, mais en réalité, c'est devenu des partenaires quotidiens dans mon activité. Et c'est des partenaires qui m'envoient des gros dossiers. Peut-être Ok. même plus gros en fait que moi, les dossiers que j'aurais en direct, parce qu'en fait, ils font appel à moi sur des questions plus techniques pour des clients plus matures. Ok. Et après, LinkedIn, je le vois pas réellement. Enfin, j'avais fait l'effort de classifier mon chiffre d'affaires par canal d'acquisition. Et en Ok. fait, par rapport à l'investissement que je fais sur LinkedIn, je crois que le chiffre qui vient directement par LinkedIn, c'est quelque chose comme, c'est inférieur à 5%. Ok. Ouais, donc c'est pas grand-chose. Donc, il y a peu de boîtes qui viennent sur LinkedIn et qui me sollicitent. Enfin, en tout cas, c'était le cas l'année dernière, et qui me sollicitent directement. En Ok. revanche, ça va être un activateur des autres canaux d'acquisition. C'est-à-dire que j'ai un canal d'acquisition que j'appelle confrère. Et en fait, il y a plein de confrères que je ne connais que via LinkedIn. Parce que en fait, on se mate nos posts, on s'envoie des petits messages en MP, on se tient au courant de nos actualités. Et en fait, bah, ces gens-là, à un moment, ils passent le cap et ils viennent te voir. Ah bah, tu sais, je fais que du contentieux. J'ai un client qui lève des fonds. Est-ce que je peux te mettre en contact? Et en fait, je le classifie pas comme du chiffre LinkedIn, parce que je le classifie comme du chiffre confrère. Mais en Ok. réalité, c'est venu par LinkedIn. Ok. Et même, j'ai des gens de mon réseau que j'ai pas vus parfois depuis plusieurs années. Et en fait, ils m'apportent un gros dossier
Et en me parlant sur LinkedIn, je considère pas que c'est du chiffre qui est venu grâce à LinkedIn, parce que la personne, j'ai bossé avec elle il y a plusieurs années, mais c'est très peu probable qu'elle se soit rappelée de moi sans mon activité Ok. sur LinkedIn. Donc, ça permet déjà de rassurer pour ceux qui te connaissaient, enfin qui te connaissent pas et du coup, effectivement, d'avoir des dossiers par ce biais-là et en plus de devenir un peu top of mind, c'est-à-dire être la première personne à qui on pense lorsqu'on a une problématique juridique sur ce que tu fais et ça permet de le rappeler de temps en temps, quoi. Plus que ça t'apporte de la clientèle. Exactement, Ok, ah, c'est exactement. intéressant et ça prouve peut-être que en tant qu'avocat, c'est pas je vais faire 3 ans de LinkedIn, puis après c'est bon, j'aurai mes clientèles. C'est je continuerai. Peut-être effectivement au début, on en parlait avec Arthur Sauzet, on envoie à fond du contenu pour se faire de la notoriété quand on est personne. Toi, tu avais déjà un beau background, donc c'est vrai que ça t'a bien poussé en termes de réseau dès le début. Mais quelqu'un qui est jeune, il peut faire de la notoriété et de la crédibilisation sur ces types de réseaux et derrière continuer, faire peut-être des contenus plus quali, mais toujours rester dans la tête des gens pour continuer à ramener le dossier. Toi, du coup, comment tu factures tes clients? T'es sur une forme d'abonnement ou tu es toujours sur du one-shot et en fonction des besoins? Alors moi, je fais pas d'abonnement. Ok. Euh, mais c'est pas quelque chose que je m'interdis, mais aujourd'hui je le fais pas. Je fais pas de taux horaire non plus Ok. parce que je pense que c'est pas du tout agréable pour le client, en tout cas pour ma typologie de clientèle qui est quand même qui est cost et efficient, Ouais, c'est clair. ça fonctionne pas. Et après, comme je fais du conseil, le forfait s'y prête assez bien. Euh, En revanche, il y a plusieurs choses que je m'impose. Un, c'est de ne pas travailler sans devis signé. Tu vois, de ne pas commencer de diligence sans avoir un devis signé par le client, signature électronique, avec un prix qui est très clair. J'essaye de travailler la liste des diligences en amont pour pouvoir refacturer dès que je sens que je suis en train de travailler sur des documents qui n'étaient pas compris dans le périmètre initial. Et ça, en fait, quand tu as été clair avec le client sur le périmètre de la mission initiale et sur le prix, c'est quelque chose qui est qui se fait de manière assez naturelle pour un avocat. Et en fait, ça permet souvent d'augmenter ton panier vis-à-vis de ton client parce que tu vois, tu pars sur une opération. En fait, ça fait longtemps que ton client il n'a pas vu un avocat, voire tu es le premier. Et en fait, tu vas très vite lui donner une espèce de roadmap en lui Ouais. disant bah écoute, aujourd'hui on fait ça, mais là je me rends compte que tu as un, deux, trois qui doivent être traités. On va enchaîner par la suite. Et donc en fait, non, mais ça permet de Mais créer une c'est très relation bien. de long C'est terme. ce qu'il faut faire. Non, mais ça me fait rire parce que ça se voit que toi, tu fais ce type de service et de contrat pour des boîtes tech. Donc, tu mets en place des contrats bien ficelés pour que justement, eux, ils fassent de la rétention et qu'ils aient, j'imagine, euh, ils cadrent bien justement leurs tarifs et leur manière de facturer pour que ce soit Bien très sûr. clair. Et du coup, enfin, forcément, pour toi, tu dis c'est assez logique pour un avocat, mais je suis pas du tout sûr que ce soit très logique pour beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui justement sont encore au taux horaire et en fait ils cassent toutes leurs heures parce qu'ils disent je veux pas facturer trop et en fait ils bossent des heures et des heures pour pas grand chose quand toi c'est très clair et c'est intéressant. Ouais, non, mais bon, d'une manière générale, je suis mal à l'aise économiquement avec le taux horaire parce que bah, moi, j'essaye de gagner le plus de temps possible Ouais, dans mes journées et le client, il veut que je passe le moins de temps possible sur les dossiers. Donc, bon, c'est normal. j'ai toujours eu l'impression en fait que les intérêts n'étaient pas alignés, même pour moi, parce que moi, un de mes objectifs dans la vie, c'est évidemment faire le plus de chiffres possible avec mon cabinet d'avocat, mais c'est quand même aussi Profiter du résultat. travailler le moins d'heures dans la journée. Il y a un outil qui m'a beaucoup aidé. Et je pense qu'il n'est pas très connu des avocats. Et moi, je le recommande tout le temps à mes confrères qui me demandent comment je fais comme pour la liste des diligences qui sont inclus dans les services que je propose, pour les devis, etc. C'est mon application comptable, c'est Penny Lane. Ok, Donc, Penny Lane, c'est c'est une vrai. boîte qui est assez vue dans les startups, mais assez peu ailleurs. En fait, c'est le logiciel qu'utilise mon comptable. Moi, j'ai une interface. En fait, dans cette interface, ça me permet de gérer CRM, devis, facture Ok, et la liste de mes produits et services qui est déjà préenregistrée. Donc, c'est-à-dire que quand un client, parce qu'on passe énormément de temps à faire des propositions comme avocat, et plus on augmente ses prix, moins les propositions sont acceptées, donc plus on passe de temps à pitcher. Donc, moi, en fait, j'ai une liste de tous les services que je fais,
quand j'en fais un nouveau, quand j'ouvre une ligne de service, je la rentre dans Penny Lane et dedans, j'ai du détail avec les Ok. documents que ça va impliquer, Mm, mm, mm. etc. Et du coup, en fait, quand j'ai un call avec un client, après, tout de suite, parce que je pense qu'un des secrets aussi, c'est de faire très vite la propale après le call. Hein, ça, dans les startups, c'est quelque chose qu'on apprend, que tous les sales savent. Tout de suite, je vais sur mon outil. Ça va aller détecter avec une API le sirène de mon client, ça va me pré-remplir le devis. Je Ok. choisis la liste des produits et services que je veux proposer. Tout de suite, il y a une description qui est déjà pré-remplie. Je modifie en fonction du détail que m'a donné le client et j'envoie T'envoies le une devis en proposition. signature électronique. Et après, je relance pas. L'outil de signature électronique paramètre un rappel. Et, Pas mal. et voilà, c'est comme ça que j'ai mon flux Ok. de dossiers après qui tombe. Donc toi, ça permet de rapidement personnaliser tes propositions tout en n'ayant pas à refaire 15 000 fois la même chose. Moi, j'avais été sur Penny Lane au tout début et au final, je suis postais chez Dougs. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien foutu. Et c'est un très bon outil. Je ne savais pas que tu peux l'utiliser en CRM. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, c'est peut-être un bon moyen, au moins pour avoir ses clients. Bah, en fait, c'est c'est un outil comptable, c'est un outil de facturation, tu vas avoir toutes les entreprises à laquelle tu as fait des devis et tu vas avoir les devis qui sont en attente d'acceptation, acceptés, Ok, facturés. Alors, pour un avocat, c'est pas déjà, mal. c'est une bonne Ouais, c'est base. clair. C'est clair, c'est pas bête. Et puis, je ne savais pas, tu vois, que effectivement, tu peux l'utiliser comme ça. Ça fait un pipe commercial déjà bien avancé, mais à la limite, euh, avec ne serait-ce qu'une base de données à côté, tu es, plutôt bien armé pour justement euh, suivre tes clients, etc. Trop cool. Bah, je pense que ça va aider pas mal de monde. On parlait de productivité en plus de juste avant. Quel autre outil un peu tu utilises pour produire tes contenus, pour travailler qu'est-ce que tu conseillerais pour des avocats qui n'ont pas forcément un budget de fou, qui sont tout seuls, mais qui veulent gagner du temps? Les Alors, moi, incontournables, quoi. j'ai deux incontournables. Voilà, après, évidemment, chaque pratique, il faut que chacun trouve les outils avec lesquels il est confortable. Moi, j'utilise Asana Ok. Oui, oui, tu m'en avais parlé. pour la gestion de projet et la gestion de tâches. Maintenant, ça fait quasiment 10 ans que je travaille avec Asana. Donc voilà, j'ai pris des habitudes. J'étais passé sur Notion un petit peu quand j'ai créé mon cabinet, parce qu'il y a quand même une grosse hype Notion. L'avantage d'Asana, c'est que tu peux collaborer à plusieurs sur des projets très très larges avec la version gratuite. Donc, Ok. en termes Et de coûts, c'est assez intéressant. ouais, Et après, Asana, c'est une méthode Kanban, c'est-à-dire to ouais. do, doing, done, avec des listes de tâches. C'est assez basique, mais on peut aller très très loin avec. Par exemple, moi, ma femme qui a une agence de digital, elle gère des projets tech ou des projets marketing sur Asana. Mhm. Et en même temps, ça s'adapte très bien à une petite to-do quotidienne pour quelqu'un qui démarre. Ok. Donc j'aime bien cet outil. Et après, moi, j'utilise la suite Google. Donc là, c'est un sujet qui est très clivant chez les avocats. Moi, je suis Moi, je suis très complètement Google. décomplexé. Moi, je suis très très Google. Hein. Je suis un avocat Google. Mes clients utilisent en fait beaucoup le Workspace Google. Moi, j'utilise le Workspace Google et je collabore sur les documents avec mes Ok. clients sur le Workspace Google. Et en fait, du coup, c'est assez agréable parce qu'une fois que le projet est lancé, quelque chose que moi j'aimais pas en cabinet, c'est les échanges de mails avec les documents en pièces jointes, avec les versions et le client qui repart pas de la bonne version. En fait, là, tu as un document collaboratif et si jamais les échanges sont restreints à toi et au client, en fait, tu as Oui, c'est quasiment pas bête. l'impression Mhm. que le document il se termine tout seul. Parce que tu vois, on est en suggestion des modifs. Ouais. Je travaille en asynchrone. Le document, voilà, on le C'est complète, on bien. demande des précisions, on le finalise. Et voilà. Et après, dans les hacks de productivité, moi, je recommande, quand on a des clients qui ont des besoins de documents en différentes langues, pour un peu, enfin, moi, je parle anglais et espagnol, la version de DeepL Pro, Ouais. enfin, c'est génial, hein, parce que, enfin, moi, je dis à mes clients, des fois même, je l'offre, je dis les documents sur lesquels on travaille, ce sera français et anglais. Et franchement, la qualité, le rendu des traductions, Ah, c'est clair. c'est super, quoi. Ouais, ouais. J'avais fait ça avec un avocat anglais, mais qui parle extrêmement bien. Tu sens que c'est l'anglais de. J'avais l'impression de parler à un mec dans la série The Crown, tellement il parlait de manière arrière classe. Et j'ai utilisé DeepL pour traduire son site et il m'avait dit chapeau,
super bien, alors que moi, je suis bon en anglais, mais je suis loin du niveau du truc. Et franchement, c'est vrai que c'est très bien. Et c'est pas bête. Et Et bah, c'est la réponse que tu as sur les outils, le fait de dire j'utilise les outils de mes clients, c'est peut-être la réponse finalement la plus pertinente ah bien à sûr, qu'est-ce que je dois utiliser. bien sûr. Bah ça c'est clair, hein. Mais pour revenir sur DeepL, tu parlais d'intelligence artificielle en début de On en parlait voilà, en en off. introduction du Mm, podcast. mm. Ouais. Euh, Franchement, bah évidemment, moi je suis pas objectif parce que je pose beaucoup sur Predictis parce que bah, j'ai participé à la construction de cet outil. Je pense que c'est un outil formidable et en plus je suis parti avant qu'il lance les développements d'assistants, Ouais. qui est l'outil d'intelligence générative. Donc, je suis ultra admiratif de ce qu'ils ont fait là-dessus et j'utilise au quotidien quasiment et j'adore. Mais l'autre outil d'IA que j'utilise, c'est DeepL. DeepL, aujourd'hui, ils ont sorti un nouveau service qui permet de reformuler dans un anglais qui est plus assertif tes emails, tes mémos, tous tes textes. Donc, c'est d'anglais à anglais. Ok. Il faut déjà bosser en anglais, mais enfin je trouve ça, Mm. c'est Et toujours super pertinent. directement intégré, par exemple, à ton Gmail. Alors Ou tu dois passer par la non, je l'ai plateforme quand pas, même. je l'ai pas intégré à mon Gmail. J'ai l'application Ok. DeepL Pro sur mon Non, mais sur je mon sais pas. ordi, Je me quoi. suis dit à tout moment, t'as même pas besoin de pas passer par le truc. Et moi, c'est toujours ce qui me manque, je trouve, avec ChatGPT ou ce genre de truc, c'est que finalement, je puisse pas directement sélectionner ma phrase, améliorer ça, et hop là. Ok, trop bien. Bah, Ouais. plein d'outils pour ceux que. Ouais, c'est bien, c'est des bons outils d'organisation et c'est des choses qui sont pas beaucoup utilisées. On est encore beaucoup sur des Word et effectivement, ils se renvoient les version V7, V8, V9, V12. C'est l'enfer. Donc, c'est clair. Tu parlais de Predicti justement. On va pas parler pendant des heures, mais l'idée, c'est de voir. Donc, toi, tu étais du coup avocat, puis tu es passé entrepreneur, puis avocat. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période-là, ce que tu en as retiré? Est-ce que tu pousses justement des avocats à avoir des side projects ou même des petites legal tech et après des trucs énormes, ce que tu en retires d'avoir, parce que là, c'est un gros truc, hein. On n'est pas sur un petit side project, mais j'imagine qu'à la base, ça partait un peu toujours comme ça. On a eu ton cofondateur, ton associé avec nous dernièrement. Donc, ce sera toujours intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Alors, pour être tout à fait exact, moi, j'ai pas été avocat avant Predictis. J'ai fait de nombreux stages, j'ai fait quasiment 2 ans de stage, euh, mais j'ai enchaîné entre l'EFB et Predictis. Bah, moi, ça a été une expérience formidable de me retrouver dans un incubateur. À l'époque, on était dans l'incubateur des mines télécom, donc Télécom Paris Tech. Donc vraiment entouré d'ingénieurs, entouré de gens pour qui dont la R&D c'était le métier. Même sans parler de l'informatique, en fait, rencontrer juste, il y avait évidemment une majorité de développeurs, mais dans les cofondateurs, tu avais des gens voilà, qui venaient de tous les parcours d'ingénieurs possibles et donc qui avaient un point de vue sur le monde qui était complètement différent de moi. Et encore, moi, j'ai pas fait la fac de droit, mais je pense à quelqu'un comme mon cofondateur Louis, ou même aux gens qui ont des parcours plus traditionnels en droit. On n'imagine pas, quoi. Les points de vue sur la vie sont complètement différents. Et ce qui nous paraît facile, eux leur paraît extrêmement complexe. Et ce qui nous paraît extrêmement complexe, en Ouais. fait, eux, c'est leur quotidien. Donc ça, c'était vraiment super agréable. Et après, voilà, moi je suis passionné par l'entrepreneuriat, faire grossir des projets, rencontrer des difficultés différentes à chaque étape du projet. Je trouve ça génial. C'est ce que je préfère. L'entrepreneuriat, tu as les sujets techniques, parce qu'il y a un produit à développer aujourd'hui, tout le temps quasiment. Tu vas avoir les sujets commerciaux. On a parlé de canaux d'acquisition, donc comment je fais, le marketing, comment je me positionne, comment je me présente, etc. Ensuite, quand tu grossis, tu vas avoir des sujets de ressources humaines. C'est un gros sujet dans les organisations. Tu vas avoir les sujets de conformité qui vont venir, les sujets évidemment financiers. Et moi, c'est vrai que j'aime aussi ce côté 360 que tu vas avoir en tant que cofondateur de startup. Et aujourd'hui, j'aime aussi ça dans le fait de créer mon cabinet. C'est-à-dire que je suis aussi un chef d'entreprise, j'aime optimiser ma comptabilité, j'aime me pencher sur mes finances. J'ai recruté quelqu'un là, qui est une élève avocate qui passe le concours d'avocat en Chine.
Donc Génial. j'aime aussi avoir ces problématiques un peu de management, manager quelqu'un à distance, manager quelqu'un qui a une culture différente de la tienne. Je trouve ça, c'est des sujets que j'adore. Donc, je regrette pas du tout ce parcours, même si c'est vrai que dans le monde des avocats, le fait de ne pas passer par la case collaboration, bah, j'imagine que pour certains, ça fait un petit peu tâche. J'ai aussi un confrère qui est associé d'un très beau cabinet aujourd'hui, qui est passé directement de la case stagiaire slash auto-entrepreneur à associé de son cabinet. Et maintenant, des fois, ses collaborateurs découvrent qu'il n'est pas passé par la case collaboration. Et ça fait toujours marrer les gens. Euh, je pense qu'il faut que la profession Bien. s'ouvre un petit peu l'esprit sur les parcours, les formations. Mm, mm. Et il n'y a pas que la collaboration dans des cabinets anglo-saxons pendant plusieurs années qui permet de développer une belle expertise et d'apporter de la valeur aux clients. Enfin, bah, évidemment, moi, c'est la conviction que je porte aussi. C'est clair. Et surtout que j'ai remarqué que les clients font assez peu la différence. En tout cas, mes clients. Les gens savent pas. Tu étais en entreprise avant, tu étais en cabinet, tu étais collaborateur, tu étais associé, tu étais à son compte. Eux, ils parlent vraiment à quelqu'un qui est Avocat. avocat. Ils veulent que leur correspondance soit protégée et que leurs intérêts soient défendus. Après, le reste, c'est un petit peu accessoire pour Mm, eux. mm. Mais ça, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que tu as beaucoup de collaborateurs de cabinet qui se disent, qui osent même pas, parce ils se sentent pas légitimes, mais les gens ne savent même pas ce que c'est un avocat associé. Pour eux, ça doit être un grade ou quelque chose. Je suis même pas sûr que la plupart de vos clients le sauront, encore moins en pénal. C'est vrai qu'il faut se décomplexer là-dessus. Et il faut pas hésiter, je pense, du coup, à mettre la main à la pâte, parce que de toute manière, il faudra le rattraper derrière. Si vous êtes associé et que vous n'avez pas de clientèle, il va falloir se bouger derrière. Donc c'est super intéressant ce que tu dis. Et du coup, tu as une future collaboratrice qui est en Chine actuellement. Et donc, en Alors, fait, dans ton non, non, elle cabinet. n'est pas du tout. Ok, Elle n'est pas en Chine, hein. Elle est à Paris. ok. Mais du coup, Elle est à Paris, elle prépare le barreau chinois depuis Paris. Et après, il y a une ok, équivalence, excuse-moi. comme pour le barreau de New York, il y a une équivalence avec le barreau chinois. Elle a fait toutes ses études en France, elle est brillante. Et j'espère Génial. que l'histoire entre nous continuera Ouais, après son bah ouais. barreau chinois. Et du coup, tes futurs, si tu vois un peu le futur de ton cabinet, potentiellement, les avocats de ton cabinet ils pourront être un peu partout. Il n'y aura pas de souci, quoi. Bah, c'est vrai que voilà, moi le remote c'est un sujet clivant. Il y a des gens Mhm. qui adorent, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui pensent qu'on est super productif en remote, il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas du tout productif en remote. Voilà, en réalité, je pense qu'il faut que les gens, je suis un grand partisan de la liberté. Je pense qu'il faut que les gens travaillent comme ils veulent, si ça leur permet d'atteindre leurs objectifs. Donc, bah, évidemment, il y a des gens qui aiment avoir un cadre de travail qui est structuré, avoir un bureau. Et en fait, c'est en partie mon cas. Où je suis au Mexique, Ce que tu disais. je paye un coworking et avec une salle de réunion, avec une bonne connexion Internet, des écrans de télé, etc. Donc, je pense que il faut avoir un endroit où travailler, il faut aussi avoir un endroit où se réunir. Et en fait, ce que tu mets pas dans des locaux, bah, probablement tu le mets dans des billets d'avion ou de train, tu le mets dans des locations de salles, tu le mets dans des séminaires de boîtes. Donc oui, moi j'envisage le futur de mon cabinet, en tout cas avec une grande liberté sur les endroits où les gens peuvent exercer. Et ça demande une discipline. Moi, par exemple, un des outils de productivité que j'ai amené de la startup, c'est le stand-up meeting. C'est-à-dire tous les jours, moi, je fais un call avec les personnes de mon équipe et on dit ce sur quoi on a travaillé la veille, Ok. ce sur quoi on va travailler aujourd'hui et les difficultés, les points bloquants qu'on anticipe pour que les gens puissent se débloquer. Et ça, Ok. c'est tous les jours. Je pense qu'il y a il y a plein de stagiaires ou de jeunes collaborateurs qui sont en présentiel tous les jours, qui parlent pas tous les jours à leurs collègues et qui font pas un point tous les jours sur Ouais, les c'est dossiers en clair. cours. Toi, tu as lancé conditionsgénérales.fr. Est-ce que tu peux nous en parler, justement? Oui, bien sûr. Bah, je pense que tu me posais la question tout à l'heure de
des allers-retours entre l'entrepreneuriat et la profession d'avocat. Déjà, moi, j'ai la conviction que être avocat, c'est être entrepreneur. Après, je pense que malheureusement, les journées n'ont que 24 heures. C'est très difficile, par exemple, de lancer un projet comme Predictis. Moi, ce que je connais, c'est-à-dire un projet dans lequel tu vas avoir de la R&D, dans lequel tu vas avoir du management, tout en ayant une activité d'avocat qui est elle-même extrêmement chronophage. Mm, mm. Euh, un projet de start-up, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement financier. Un projet de cabinet d'avocat, ça demande beaucoup de temps et en fait de l'investissement dans de la formation et dans le fait que ton expertise reste ultra à jour et soit la meilleure possible. Par contre, je pense que aujourd'hui, il faut que les avocats continuent, parce qu'ils le font déjà pour certains, de se saisir de projets qui leur permettent de verticaliser leur activité, d'être visibles sur le web, d'être visibles de leurs clients. Moi, mes clients, ils ont tous une spécificité, c'est qu'ils ont besoin de conditions générales pour leur plateforme, pour leur site. C'est un moment où ça fait tilt dans leur tête et ils se disent, en fait, j'ai besoin d'un avocat pour ça. Euh, et je pense que c'était des documents qui étaient assez unsexy. Donc les avocats, même s'il il y a beaucoup d'avocats qui font des conditions générales, en fait se positionnent pas trop là-dessus en marketing, parce que les conditions générales, c'est un peu le truc qu'on copie-colle à l'arrache sur un site internet, etc. Et en fait, j'ai fait beaucoup de dossiers. Moi-même, avant, dans ma vie d'entrepreneur, je passais beaucoup de temps sur les conditions générales. Euh, mais j'ai fait beaucoup de dossiers pour des plateformes où en fait je me suis rendu compte que ça nécessitait une vraie expertise et que ça avait un impact business extrêmement important dans le e-commerce, dans le SaaS, pour les agences de développement, etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y a une offre à packager pour de la visibilité accrue sur Internet pour ce type de documents et derrière avoir des beaux process qui permettent d'être efficaces Mm, mm. tout en ayant des documents qui soient 100% conformes et 100% personnalisés pour le client, quoi. Ok, très Et clair. du coup, j'ai lancé conditionsgenerales.fr. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui a une agence digitale. Ouais, donc ça Donc, t'aide. c'est elle qui prend en charge le développement voilà, de tout le site, de la plateforme, de la publicité sur Internet, Mm, mm, mm. tout ce qui va être SEO également. Et du coup, ça m'assure un flux de clientèle. En réalité, c'est live depuis décembre, janvier. Et je pense qu'aujourd'hui, ça représente encore moins de 20% de mon chiffre d'affaires. Ouais, c'est pas mal Parce que déjà les quand même. conditions générales, c'est des. Mm, mm. Ouais, bien sûr. Les conditions générales, c'est des paniers qui sont assez faibles par rapport à des opérations comme les levées de fonds ou les opérations de cession, etc. Mais en revanche, ça me permet de rencontrer plein d'entrepreneurs de la tech Ouais, qu'ensuite j'espère ouais, fidéliser et génial. accompagner sur Mm, le long mm. terme. Ok. Et du coup, finalement, ça te sert en fait aussi d'acquisition client. Ça te permet de pêcher un petit peu en plus. Et puis derrière, et c'est quelque chose que tu as beaucoup de travail à faire dessus, ou toi, ça se fait relativement euh, automatiquement. C'est des choses qui. C'est beaucoup d'automatisation, ou non, tu es quand même derrière et tu bosses. Contrairement à du LinkedIn ou contrairement à, je sais pas, quelqu'un qui aurait une stratégie d'événement, le site web c'est assez passif. Ok, Mais en revanche, ça veut pas dire que ça demande pas beaucoup d'investissement. ok. Parce que la publicité payante, parce que quand le mythe, c'est de penser que tu lances un site web et tu vas avoir Ouais, des ça c'est clients clair. dessus. Mais en réalité, c'est pas vrai. Ça demande énormément d'investissement. Moi, je voulais pas investir dans mon site, le site de mon cabinet. Je pensais que ça n'avait pas de sens parce que en fait, j'ai des avocats pour les startups. Il y en a beaucoup. C'est clair. Donc je me voyais pas, et j'ai une pratique en fait assez généraliste, parce que je fais du droit commercial, je fais du droit des sociétés, etc. Je voulais développer un second site qui soit plus niché Ouais, c'est et clair. sur lequel j'allais capitaliser et c'est conditionsgénérales.fr. Ok. Ensuite, j'ai une stratégie de contenu, c'est-à-dire je publie des articles sur un blog qui a vocation à référencer ce site-là. Comme je veux écrire des contenus qui sont pertinents et qu'il faut beaucoup de contenu pour être bien C'est référencé, clair. en fait, ça prend du Mm, temps. mm. Donc aujourd'hui, c'est pas une stratégie qui me ramène des clients, Ouais, c'est une stratégie de long terme. bien sûr. Euh, Par contre, Et- je dépense sur Google Ok. Ads. Et ça, pour le coup, Et ça donc tourne là, bien.
ça tombe déjà. Par contre, c'est une stratégie d'acquisition qui est onéreuse. Ouais, bien sûr. Il faut être très attentif entre combien je dépense, combien ça me rapporte. Et ça, c'est un travail mois par mois, il faut bien le surveiller. Ouais, c'est clair. Sinon, tu as vite fait en fait, d'avoir un budget qui Bah, part un et robinet de ne pas ouvert, quoi. avoir un ROI au rendez-vous. Ok, très clair. Et du coup, pour essayer de développer ton SEO, tu repartages tout ce que tu écris sur ton blog, sur ton LinkedIn, pour essayer de pousser un peu le référencement. Et exactement. Et alors, c'est surtout pour avoir un ROI sur mon contenu sur le court terme, Ok. je réutilise ce que j'écris sous la forme de posts Ah ouais. LinkedIn. Et ça, d'une manière générale, c'est une bonne pratique en marketing. C'est tout ce qu'on fait, il faut essayer de le réutiliser. Ouais, c'est clair. Donc, Mm, mm, mm. que ce soit en termes de sujet ou que ce soit en termes de contenu très concret, de texte. Ouais. Je dis ça aussi parce que beaucoup d'avocats qui, comme tu dis, pensent qu'ils vont créer leur site et derrière, ça va envoyer du client à foison et ça va se référencer tout seul. Mais il y a un vrai sujet et c'est là où je trouve parfois une agence SEO peut pêcher sur l'aspect, sur une partie en fait du travail de référencement, c'est la diffusion. On diffuse des articles pour qu'ils se référencent au fur et à mesure. Et sans diffusion, c'est difficile parce que Google va pas forcément comprendre qu'il y a quelque chose qui a été poussé, qui a été vu. Il faut qu'il y ait quand même des premiers utilisateurs qui tombent. Toi, c'est bien, tu as 7000 abonnés sur ton LinkedIn, tu envoies un article, il y a forcément des gens qui vont aller dedans et ça peut suffire, sachant que tu es sur un truc très niché. Moi, je trouve que c'est une très. Enfin, la stratégie, elle est top. Et moi, c'est ce que je dis souvent quand un avocat il me dit ah, mais moi, j'ose pas me positionner sur un secteur, sur un service, etc. Et je dis en fait, ça, c'est une peur que vous avez parce que vous voulez pas faire que ça, mais ou alors vous avez peur de plus avoir de clients. Mais en fait, vous êtes noyé dans tous vos confrères et donc si vous arrivez que vous faites de la publicité sur une page qui est hyper généraliste, on va vite aller voir ailleurs parce que on va aller chercher quelqu'un de beaucoup plus technique et donc avoir une page conditionsgénérales.fr. Les gens ils peuvent pas se tromper quoi. Ils ont mis conditions générales, comment faire des conditions générales, à mon avis ils tombent sur ta page, boum, ils tombent sur la bonne page en fait. Et ils voient qu'il y a un avocat derrière, c'est hyper, ça fait moins peur et donc ça signe plus vite quoi. C'est clair que en tout cas, le marketing digital nécessite de se spécialiser parce qu'il y a une grosse concurrence. Après, si tu es avocat à Chartres ou dans un barreau en tout cas qui est plus petit que Paris, si tu es avocat même à Toulouse C'est ou différent. dans un barreau qui a une taille plus raisonnable, la stratégie elle est différente parce que en fait tu as une stratégie de visibilité et tu as moins une stratégie de différenciation. Ouais, Donc c'est je clair. pense que chaque cas doit être étudié. C'est clair, c'est clair. Beaucoup de gens qui cartonnent sur Google My Business aujourd'hui, juste en étant ailleurs. Quoi. Bon, nickel. Merci Alexandre en tout cas. Je sais pas si tu avais quelque Je chose à t'en rajouter. prie. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année? Tu peux me souhaiter une belle fin d'année en remote au Mexique, de beaux clients et voilà, professionnellement, ça devrait suffire. Génial. Merci à toi. C'était top. Et puis, j'espère que ça a aidé. Je pense que ça a aidé beaucoup de monde. Donc, allez voir ce que fait Alexandre sur LinkedIn. Et puis, allez regarder ses différents sites pour vous inspirer. Allez pas tout copier non plus. Mais voilà, c'est des personnes qui sont hyper entreprenantes. Et donc, regardez, gardez un œil sur les personnes qui changent un peu ce que vous pouvez voir ailleurs, cassent un peu les codes. Donc, merci pour tout. Et puis, on se voit très vite. On se voit à Merci Paris beaucoup, bientôt. Louis. À Ciao. bientôt.